podcast.fr. L'interview de podcast.fr. Bonjour, c'est Claire de podcast.fr. Chaque semaine, je décortique les secrets des podcasts qui marchent. Aujourd'hui, la story avec Pierrick Fay, journaliste au quotidien Les Échos. Bonjour Pierrick. Bonjour Claire. Vous êtes donc la voix et la tête du podcast La Story, qui est donc l'un des 4 podcasts des Échos. Et La Story, c'est un podcast qui décrypte l'actualité. Chaque jour, vous racontez donc l'actualité en choisissant un sujet que vous allez donc narrer avec un angle qui allie à la fois de la narration, de l'immersion et puis de l'interview. La Story, c'est donc un podcast qui a commencé en 2019 et qui rassemble aujourd'hui entre 500 000 et 600 000 auditeurs mensuels. Pour commencer cette interview, j'avais envie de vous demander de revenir en fait un petit peu à la jeunesse du podcast, puisque quand ce podcast commence, il me semble que vous travaillez déjà depuis 7 ans donc dans ce quotidien d'analyse économique et financière. Qu'est-ce qui vous amène finalement à créer ce podcast et pourquoi est-ce que c'est vous qui en êtes à la tête ? Alors effectivement, moi à l'époque en 2019, j'étais au service marché des Échos. J'étais chef adjoint du service et au moment où, peu de temps après le rachat de Binge Audio par le groupe Les Échos, le Parisien, il y a eu une réflexion au sein du groupe pour essayer de voir s'il y avait moyen là aussi de faire des synergies, de créer des synergies entre Binge Audio, qui était un acteur reconnu dans le monde du podcast, avec notamment Programme B ou Mes couilles sur la table par exemple. Et bien, ce genre on s'est dit pourquoi pas voir si on avait moyen là aussi d'utiliser cette expertise pour essayer de développer un podcast. À l'époque, le directeur de la rédaction aux Échos, c'était Nicolas Barré, qui lui avait une marotte, il adorait écouter le Daily du New York Times. Et il s'est dit, ça serait bien d'essayer de faire le Daily du New York Times, mais le Daily des Échos, en fait. Donc, il y a une réflexion qui a commencé à être faite au niveau de la rédaction en chef et de la direction du groupe. C'est le même genre de réflexion qui s'est fait d'ailleurs aux Parisiens, parce que dans le même groupe. Et Nicolas Barré est venu me voir, il m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait d'être la voix et de faire ce podcast? Pourquoi moi? Simplement parce que je venais du monde de la radio avant d'être aux Échos. J'avais passé 12 ans à Europe 1, où pendant plusieurs années, j'avais été le Jean-Pierre Gaillard d'Europe 1, pour ceux qui voient ce que c'est. C'est-à-dire que je faisais des chroniques boursières avant de passer ensuite au service Échos et de m'occuper d'high-tech, par exemple. Ensuite, j'ai rejoint les Échos en 2012 et voilà, j'avais cette particularité finalement aux Échos d'être à la fois quelqu'un qui savait manier l'information économique et qui savait aussi ce que c'était que de faire de la radio. Il y a donc un épisode par jour. Comment est-ce que le sujet et l'angle avec lequel il est traité sont choisis? Quels sont les critères finalement? Puisqu'il y a quand même un mix entre des sujets d'actualité française et puis d'actualité internationale avec une prépondérance un petit peu de sujets internationaux en ce moment. Alors le choix, généralement les sujets sont pas décidés le matin pour le soir. C'est là aussi on n'est pas comme en radio effectivement où vous arrivez le matin à 8h et dit on va faire ça pour ce soir. Nous on est une rédaction, un journal avec des gens qui sont dont le principal travail, ou le travail premier est d'écrire des articles pour le site des Échos et puis donc pour le journal. Donc moi il faut que je leur laisse le temps. Là aussi, il faut qu'ils trouvent le temps de préparer le podcast pour moi. Moi, je fais une veille tous les matins. Une des premières choses que je fais, je regarde qu'est-ce qu'il y a dans le journal, qu'est-ce qu'il y a sur le site, de quoi qu'on parle, de quoi est-ce qu'on parle. J'écoute la radio aussi le matin. J'essaye de voir un peu quels sont les sujets qui montent ou des sujets qui pourraient intéresser les auditeurs de la story. Mais la première question à laquelle il faut que je réponde, c'est est-ce qu'on tient 20 minutes? Voilà. Parce qu'on pouvait voir un sujet, ça c'est super intéressant. Mais au bout de 5 minutes, on aura fini, on n'aura plus rien à dire. Donc moi, mon travail, c'est aussi d'essayer de voir comment, à partir d'une info, on peut la faire grossir, on peut la faire l'étendre de façon à ce que on puisse partir d'un point A pour aller à un point B et en 20 minutes, les auditeurs aient finalement l'essentiel de l'information autour d'un sujet. Donc ça peut m'arriver parfois de mixer 2-3 articles, 2-3 personnes des Échos qui ont travaillé sur un sujet connexe et sur lequel on va pouvoir développer
là aussi, cette information en 20 minutes, parce que l'idée, c'est pas seulement de raconter, c'est aussi d'analyser, essayer de comprendre et donner des clés de lecture de l'actualité aux auditeurs. On n'est pas là pour leur dire quoi penser, on est là pour leur donner des clés de lecture qui comprennent un sujet qui peut paraître complexe en apparence, qui est l'économie, mais qui est central finalement dans la vie de tous les Français. Et vous le disiez, il y a tout un rôle de décryptage en fait, que vous faites, aussi puisque vous êtes un peu le liant, j'ai un peu l'impression, entre les différentes, composantes du podcast où il peut y avoir de l'immersion aussi sonore, des extraits en fait d'interviews qui sont parfois en français, en anglais, de déclarations de politique, mais aussi des interviews, de journalistes des Échos ou bien de personnalités, de l'actualité, politique, économique. Oui, oui, ça c'est un travail effectivement, c'est un travail important, hein, pour le présentateur, qui est essayer de voir effectivement qui va pouvoir venir nourrir, là aussi un podcast. C'est vrai que moi je m'appuie, sur la rédaction des Échos, hein. C'est une centaine de journalistes, en tout, spécialisés. Il y a des correspondants en province, il y a des correspondants à l'étranger, il y a une rédaction, il y a des spécialistes de politique, des spécialistes d'agroalimentaire, des spécialistes des marchés financiers, du système bancaire, et cetera. Donc on a une richesse qui est énorme. Mais sur certains sujets, je trouve intéressant d'aller donner la parole aussi à des gens qui sont extérieurs à la rédaction. Là aussi parce qu'ils peuvent apporter un petit quelque chose en plus pour comprendre. Alors ça peut être des gens qui ont vu, qui sont sur place, hein. Par exemple, dans les jours, les heures qui ont suivi les événements, la guerre en Iran, j'ai appelé un expatrié à Abu Dhabi pour qu'il me raconte comment est-ce qu'il avait vécu cette première semaine, là aussi avec cette menace qui pesait. Mais ça peut être aussi des chefs d'entreprise ou des entreprises ou des start-upers qui peuvent aussi venir témoigner là aussi d'un sujet pour apporter un éclairage un peu différent finalement de ce qui peut être fait par les journalistes des Échos. Mais oui, il y a un mélange. Ça peut être des économistes, ça peut être là aussi tout ce qui peut là aussi venir nourrir la réflexion des auditeurs. Avec des sujets qui sont des sujets très variés, qui sont parfois des sujets d'actualité chaude et parfois, des sujets, vraiment de fond avec parfois des sujets, qui peuvent sembler, plus, comment dire? Plus originaux. Je pense par exemple au sujet que vous avez fait sur la Chartreuse, sur le succès de la Chartreuse et sur le vol des bouteilles qui a été fait. Donc voilà, c'est très, très diversifié comme sujet et c'est aussi, je pense, qui permet de garder une forme de dynamisme. Oui, mais c'est marrant parce que cette diversité, finalement, c'est la diversité qu'on retrouve au sein du journal Les Échos. C'est intéressant ce que vous dites sur la Chartreuse. La Chartreuse, à la base, c'est une enquête qui a été réalisée par une journaliste des Échos, donc dans les pages enquêtes du journal, elle l'a écrit au moment juste avant les vacances de Noël. Voilà, l'enquête est passée là et elle m'a envoyé un message, dis donc, tu voudrais pas en faire un podcast parce que c'est quand même super intéressant. Elle est allée les voir, elle a discuté avec les moines, voilà. Donc il y a aussi un dialogue qui se fait avec les journalistes pour là aussi amener des sujets comme ça qui sont effectivement moins dans l'actu, mais qui font partie quand même de l'actualité économique. Et ce qui est intéressant dans ce genre d'enquête, c'est que vous avez une journaliste qui est allée sur place, qui a regardé l'histoire, qui a discuté avec plein de gens. Moi, je sais que elle tiendra 20 minutes sans problème. Parce qu'elle a des choses à raconter, des choses vues, des choses entendues, et on peut aller là aussi, ce genre d'épisode, hein, vous avez une chanson de ZZ Top sur le Chartreuse. Bon, voilà, c'est un truc génial pour un créateur de podcast de pouvoir aussi ramener du son comme ça en plus pour titiller l'oreille un peu de l'auditeur. Mais cette richesse finalement, on la retrouve, la richesse qu'on peut retrouver dans les différents sujets. On fait un sujet sur le matcha, par exemple, avec notre correspondant au Japon et avec le directeur du palais d'été, par exemple, sur la folie du matcha. Voilà, ce genre de choses, ce genre de richesse, vous l'avez aussi dans les pages des Échos. C'est ça qui est intéressant. Et finalement, l'objectif de départ de la story, c'était d'être une vitrine du journal, que les gens qui connaissent pas forcément les Échos et qui viennent écouter la story, se rendent compte de ce que c'est que les Échos. Et là aussi de la richesse du contenu rédactionnel qui est fait chaque jour par la rédaction. Donc d'être une vitrine et de donner un peu aux gens envie de rentrer dans le magasin. Et est-ce que ça, finalement, est-ce que vous constatez que ça a marché ou est-ce que ça s'est plutôt fait dans l'autre sens? C'est-à-dire finalement, des lecteurs, des Échos, sur le site, qui finalement sont venus au podcast? Ou en fait, comment s'est fait finalement cette conversion ou cette double conversion ce double mouvement qu'il peut y avoir entre podcast et journal? C'est assez difficile à savoir. Je sais que bon, il y a les auditeurs écoutent, mais il y a aussi beaucoup de non-lecteurs des Échos
qui écoutent. Ça, c'est vrai quand les chiffres, les quelques chiffres qu'on a, on n'a pas beaucoup, mais via Spotify notamment et Apple Podcast, on a parfois des chiffres sur d'où viennent les auditeurs, qui ils sont. Bon, on voit qu'on est plus jeune, plus féminin et plus provinciaux dans l'écoute que n'est le lecteur traditionnel des Échos. Derrière, est-ce que ça a amené des gens pour lire les Échos ou pour s'abonner aux Échos? C'est assez difficile à savoir. On avait fait une opération à un moment, là aussi, d'abonnement avec une offre spécialisée. Il y avait eu quelques retours qui étaient assez intéressants, mais on est plus dans l'idée de développer finalement l'image, de développer la connaissance du journal et peut-être qu'un jour, un jeune qui va écouter le podcast se dira bah tiens, je vais aller voir sur le site ou je vais aller peut-être m'abonner ou acheter le journal dans les kiosques, parce qu'il y en a encore quelques-uns qui le font. C'est certains résistants qui persistent, encore et toujours effectivement, avec le format papier. Donc vous le disiez, cet objectif de notoriété finalement, de vitrine pour le journal. Vous êtes accompagné d'une petite équipe, dans la réalisation de ce podcast. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu finalement comment ça se passe, et quel est votre rôle un peu plus précisément? Alors effectivement, on a une équipe pléthorique puisqu'on est 3. Voilà. Donc il y a moi, je suis le présentateur, donc je suis le chef du service podcast et présentateur de la story. Donc j'ai une vision là aussi sur le programme, les podcasts qu'on va faire, sur le choix des gens qu'on va interroger là aussi en lien toujours avec la rédac, parce que faut donner envie aux journalistes de la rédac de venir dans le podcast. Voilà, donc il y a ce travail-là qui consiste à préparer les interviews, à travailler sur la voix off et à livrer voilà, un conducteur au réalisateur qui s'appelle Willy Gann, donc qui est le réalisateur de la story depuis 5 ans maintenant. Il n'était pas là au début, il nous a rejoint un peu plus tard. Donc lui, il va travailler là aussi pour rendre l'écoute agréable pour l'auditeur. C'est très important. Il est ingénieur du son, hein, c'est ça qui est intéressant aussi. Il a une très très bonne oreille, bien meilleure que la mienne. Donc lui, il arrive à voir là aussi ce qui passe pas, des choses qu'il faut refaire. Et il va mettre un peu en scène avec de la musique, avec des extraits sonores. Là aussi, le podcast. Alors moi, j'ai des idées, hein. Je vais dire bah tiens, j'ai vu ça. Je vais aller chercher par exemple dans l'actualité brûlante sur l'Iran ou sur là, je prépare un sujet pour demain sur Dubaï par exemple. Bon, on va chercher un peu d'éléments sonores tirés de journaux ou de choses comme ça. Mais sur des sujets plus légers, on va avoir des répliques de films. À une époque, je mettais des chansons, mais ça passe pas avec Spotify. Donc on a arrêté on a arrêté de le faire parce qu'on se faisait taper sur les doigts. Même si journalistiquement, on trouvait que ça pouvait apporter un petit quelque chose. Voilà, là aussi pour essayer de redonner un peu de peps. À certains moments du podcast. Donc lui, il va mettre un peu en musique tout ça, il va m'envoyer une V1 et puis à partir de là, on l'écoute. Lui, il me l'envoie, moi je l'écoute et il y a une troisième personne qui est avec moi, qui est Clara Grosis, qui va elle aussi l'écouter. C'est elle qui va écrire l'article qui va accompagner le podcast sur le site. Bon, il y a tout un travail d'archivage aussi à faire et puis c'est elle qui me remplace quand je suis en vacances et ça c'est bien. Voilà, C'est donc vous pratique. étonnez pas si parfois vous entendez une voix féminine, c'est pas grave, c'est Clara, voilà, qui est une jeune journaliste qui nous a rejoint il y a quelques semaines maintenant. Elle avait déjà fait des podcasts pour nous. Et puis comme elle était douée, ben on l'a embauchée. Ça fait aussi du bien d'avoir, de savoir qu'il y a de la jeunesse aussi qui peut aussi prendre le relais. Oui, une question que je voulais vous poser, qui est quand même une question qui est très, très liée, au milieu journalistique, mais qui est quand même souvent, je trouve assez impressionnant pour les gens qui sont pas de ce milieu-là. C'est de se dire aussi que, vous êtes capable de traiter un nombre de sujets, extrêmement, larges et extrêmement, diversifiés, chaque jour. Et du coup, ce que ça suppose aussi en termes de préparation, en termes de lecture, vous parliez de la veille. Voilà, je suppose que ça demande quand même une agilité, très importante. En fait, ça c'est le plus gros, enfin c'est la partie la plus prenante du travail en fait dans la préparation d'un sujet. Il y a des sujets qui sont assez simples, hein, quand vous avez la journaliste qui allait faire
leur portage sur les Chartreuses ou le journaliste qui raconte ce reportage et qui est actuellement à Dubaï et qui raconte ce qu'il a vu, c'est assez simple finalement à préparer, même si à côté on va aller travailler, aller chercher là aussi des éléments sonores qui peuvent nourrir. On va aller aussi gratter, voir s'il n'y a pas ce qu'ont écrit les confrères. Là aussi, essayer de nourrir un peu le papier pour la partie voix off, notamment qui va venir accompagner les interviews, parce qu'il y a un gros travail qui est fait autour de la voix off. La préparation des interviews, après, quand vous préparez, quand j'ai fait une série d'épisodes sur les municipales dans différentes villes, à Lyon, à Nice, à Bordeaux, si vous regardez dans les échos, il y a 2 papiers. Voilà. Donc là, je fais appel à la service doc Effectivement. qui est là et je me retrouve avec une doc comme ça à lire. Voilà. Donc oui, il y a un travail, quotidien. Après, moi, ça fait 30 ans que je fais de l'économie, donc j'ai pas trop de difficultés a priori à comprendre, même quand je fais des sujets un peu complexes comme sur les obligations par exemple, ou voilà. Mais il y a des sujets qui traitent par exemple de l'Europe ou sur la souveraineté européenne ou choses comme ça qui parfois me demandent encore plus de travail, mais j'ai la chance de m'appuyer là encore sur le travail des journalistes des Échos. Donc ils ont écrit sur le sujet, c'est écrit de façon là aussi grand public, claire et simple, même s'il y a de la complexité dans ce qui est fait quand vous travaillez sur des sujets de fiscalité par exemple. Donc là oui, c'est vraiment ce qui demande le plus de travail, parce que sur certaines émissions, ça peut demander 2, 3, 4, 5 heures, voire 6 heures. C'est vraiment variable parfois. Sur certains invités, vous allez, ils ont fait des interviews d'1 heure sur France Culture, vous allez écouter son interview d'1 heure, pas forcément déjà pour savoir comment il est, pour comprendre comment il parle, puis là aussi pour nourrir votre réflexion et les questions que vous pouvez être amené à lui poser, même si c'est sur des sujets parfois connexes. Mais ce qui demande le plus de temps, c'est quand vous faites l'auteur d'un bouquin, par contre, parce que là aussi, il faut vraiment le lire. Le livre, en tout cas, c'est vraiment conseillé. Voilà, mais en tout cas, c'est des retours que j'ai, moi, de quand j'interviewe des auteurs de livres, de dire: «Ah, mais vous avez vraiment lu mon livre?» Je dis: «Bah oui», voilà. Mais c'est pas toujours évident. Oui, c'est sûr et puis oui, je suppose que, tout le monde n'a pas forcément toujours le temps de faire ça, mais évidemment dans la mesure du possible, essayer de le faire et pour, Ça occupe mes week-ends. voilà, pour le podcast, c'est pareil, hein, de toute manière, c'est la même chose. J'aimerais bien qu'on parle audience, puisque c'est quand même un élément qui est très important, quand on parle du succès d'un podcast, c'est même, l'élément, le plus crucial. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu, pour nous sur l'évolution des audiences et notamment, au début et pour la période covid en fait, est-ce qu'il y a une évolution, linéaire, constante? Est-ce qu'il y a voilà des moments de fluctuation et cetera? Il y a eu un démarrage un peu lent, hein, ce qui est assez lorsqu'on est arrivé en mai 2019. Mais ce qui était rigolo, c'est quand on a mis en place le podcast, on a pas mal discuté avec les gens de Binge Audio. Et alors j'ai appris après coup, ils avaient dit à ma direction: «Ah bah, si vous faites 100 000 par mois, ça sera très bien, vous serez content». Et en fait, les 100 000 par mois, on les a atteints assez rapidement. Mais on a été assez surpris, hein, parce que en fait, le mois de juin 2019, donc là c'est source Acast, on était à 100 000 écoutes. Donc c'est un mois après le lancement du podcast, on était à 100 000. On a fait un pic effectivement pendant le Covid en mars 2020. Donc là, c'était vraiment, les gens étaient confinés. On a fait un pic à 746 000. Donc en moins d'un an, on était passé, on avait multiplié par 7 l'audience. Alors je vous cache pas que les sujets Covid ont cartonné, ça reste encore aujourd'hui mes meilleurs épisodes avec les sujets retraite. Bon, après, quand les gens sont retournés travailler, ou surtout retravailler au bureau, il y a eu effectivement une baisse d'audience. La façon également dont l'audience était travaillée et comptabilisée par la CPM pour ce qui nous concerne et par Acast ont un peu changé là aussi. Et il y a eu également une modification des algorithmes chez Apple Podcast, qui a eu une petite incidence là aussi globalement sur l'audience. Mais voilà, aujourd'hui on tourne autour de entre 450 et 550 000 écoutes par mois. En novembre dernier, on était à 560 000 par exemple. Au mois de janvier, on était à 504 000. Enfin, voilà, c'est des chiffres qui sont, enfin, si vous voulez les avoir, c'est des chiffres qui sont publics. Là, les chiffres que je vous donne, c'est Acast. Vous avez les chiffres ACPM qui sont un peu au-dessus.
parce qu'ils intègrent d'autres choses. Voilà, les chiffres sur la CPM sont disponibles gratuitement et en libre accès total là aussi pour voir ce que ça donne. Mais voilà, aujourd'hui, on a une petite stabilisation. Il y a un élément qui a changé, c'est-à-dire que quand on est arrivé, nous, en mai 2019, on est arrivé le Parisien en même temps que moi. En gros, on était les seuls à faire ça. Il y a Programme B qui faisait un peu un podcast un peu actu mais un peu différent. Mais des podcasts de journaux, il y en avait pas en fait en France et en français. On était un peu précurseurs. On a profité aussi du fait qu'il n'y ait pas grand monde. Puis derrière, c'est arrivé. Il y a eu Le Monde, il y a eu l'Express. Enfin, voilà. Et sans compter les radios qui ont aussi, comme Radio France, qui a fait à un moment son podcast d'actu quotidien, le RTL aussi. Donc on a eu un moment aussi où la démocratisation du podcast, la multiplication du nombre de podcasts a fait aussi que pour l'auditeur avait là aussi beaucoup peu de temps et beaucoup plus de sollicitations là aussi pour aller nous écouter. C'est vrai que vous, quand vous lancez ce podcast, enfin, en tout cas, quand la rédaction lance ce podcast, elle s'appuie effectivement, sur tout l'historique déjà existant, sur la notoriété, des Échos, sur, ses réseaux sociaux, sur, le site qui permettent de faire une vitrine et du coup de faire décoller, en fait, rapidement le podcast. Ce qui serait, pas trop possible, avec on va dire un podcasteur indépendant, sauf si, il a déjà une activité, on va dire, ou une casquette, en fait, précédente. Je pense, notamment à Grégory Pouy, que j'ai interviewé récemment et qui lui était un marketeur assez influent avant de se lancer dans le podcast et qui racontait qu'effectivement il n'avait pas eu un travail à faire, particulier, enfin en tout cas, voilà pour vraiment, lancer le podcast en termes de notoriété parce qu'il s'est déjà appuyé finalement sur la notoriété qu'il avait au précédent en fait, enfin précédemment. Oui, c'est vrai que nous, on avait la notoriété du journal, hein, qui repose pas sur rien non plus. Mais en matière audio, finalement, on partait de zéro, quasiment, hein. Il y avait eu des essais de quelques podcasts auparavant, mais qui étaient très niches. Là, venir avec un podcast quotidien sur l'actu, qui venait finalement en concurrence aussi de ce qu'on pouvait trouver sur les radios, c'était quelque chose d'assez nouveau. Et on voit que finalement la notoriété, elle s'est construite, pas uniquement sur le lecteur des Échos. Alors ils sont là, hein, je pense qu'ils sont là. Moi je le vois sur les retours que j'ai sur LinkedIn par exemple, des gens qui lisent les Échos et qui écoutent aussi le podcast. Mais, il y a aussi beaucoup de gens, qui ne connaissaient pas les Échos, qui ne lisaient pas les Échos et qui ont découvert les Échos à travers le podcast. Moi, on a donné des chiffres. Moi, il y a un chiffre dont je suis finalement assez fier. Je vous donne le chiffre de janvier. On a eu 160 000 auditeurs uniques sur le mois de janvier. Ah, c'est Euh, énorme. voilà. Alors, ça veut dire qu'ils écoutent en moyenne 3 ou 4 podcasts ou 3 podcasts en moyenne chaque mois, en fonction des sujets qui les intéressent. Mais moi, c'est un chiffre là aussi, qui marque l'existence d'une vraie communauté autour de ce podcast. Enfin, moi, c'est un des chiffres qui m'impressionne presque le plus, en fait. Et ce que vous disiez aussi sur le fait finalement d'avoir, une écoute, enfin d'avoir des écoutes qui sont très importantes, assez, rapidement, ça répond aussi probablement, déjà à un besoin aussi et puis à une cible de personnes qui évolue rapidement dans ces usages en fait du digital. Puisque effectivement on est passé du papier, au digital, puis maintenant l'audio qui se développe énormément. Donc il y a aussi je pense un dynamisme très important sur lequel s'appuyer, enfin sur lequel vous êtes appuyé et qui a répondu à une demande. Et je pense aussi, il y a quelque chose d'important, c'est que pour beaucoup de gens, l'économie, c'est compliqué, c'est complexe, c'est barbant même, on n'y comprend pas grand-chose. Et la promesse du podcast, finalement, c'est de rendre l'économie intéressante, l'économie, et de l'expliquer, de l'analyser, de la décrypter. Je pense que cette promesse-là, elle plaît aussi aux auditeurs qui lisent ou pas les Échos. Quand vous faites un sujet sur les ETF, alors les jeunes connaissent, hein, les ETF, ils les pratiquent beaucoup plus que les vieux. Ah, c'est des produits financiers qui permettent d'investir en bourse, ou d'investir dans des cryptos, des choses comme ça. Dit comme ça, je dis: «Ouh là, ça doit être compliqué», et en fait, avec la rédaction, on arrive à rendre, à expliquer les enjeux autour du développement de ce produit, de façon simple. Quand vous faites un podcast sur l'or aussi, par exemple. Oui et puis, pour en avoir écouté, pas mal, d'épisodes pour préparer cette interview, c'est vrai que
Et je trouve que c'est très accessible. Ça passe vraiment crème, quoi, j'ai envie de dire. On se rend pas trop compte qu'on est en train d'écouter de l'économie. Non, mais c'est vrai, en fait, alors que, bah, Et si, pourtant, mais c'en est, hein. et pourtant ça en est. Non, non, mais évidemment, hein, mais en termes de monétisation, vous avez, je crois, de la publicité, programmatique qui est, devant donc l'épisode en Ouais. pré-roll avec Acast, ça et ça a été lancé assez rapidement aussi, je suppose, avec les audiences qui Alors ont ça, c'est décollé, vraiment pas ma partie. Ouais, je suis vraiment, journaliste, donc mais effectivement, oui, il y a une monétisation, moi, qui se fait via Acast, mais qui se fait aussi via la Régie des Échos. Donc il y a une double, monétisation, en fait, naturelle. Alors ça, c'est vraiment une partie que je maîtrise pas. Je dis pas que ça m'intéresse pas, parce que en tant que salarié des Échos, ça m'intéresse que le journal se porte bien. Mais oui, c'est pas du tout, ma partie. Moi, je suis assez vigilant, en revanche, j'essaie de leur dire: «Attention de ne pas en mettre trop non plus», au début, parce que, bah, je suis comme tout le monde, quoi, quand il y a trop de publicité, c'est un peu, voilà, c'est un peu roboratif. Mais voilà, ça fait partie aussi du business model, si on veut, là aussi, pouvoir offrir gratuitement, parce que c'est ça aussi, le journal, il est payant, l'information de qualité, ça coûte de l'argent. Faire ce podcast, ça coûte aussi de l'argent. On est 3 salaires, hein, voilà, plus le temps qu'on va prendre aux différents journalistes des Échos, parce que quand vous avez un correspondant, vous appelez, vous lui envoyez vos questions et qui dit, «Ah, j'ai bossé tout le week-end, hein», ou tout mon dimanche. Bon, bah, voilà, j'ai dit: «Ah, bah, c'est pas l'objectif». Voilà, mais bon, voilà, cette une information de qualité, bah, ça a un coût. Aujourd'hui, ce produit comme la Story, c'est gratuit. Bah, voilà, enfin, supportons un peu de publicité, parce que là aussi, ça permet à ce produit-là d'exister. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît le plus, dans le fait d'être justement, au cœur de ce podcast? Ah, moi, ce que j'aime, c'est, bah, d'abord, j'adore parler. En tout cas, j'adore faire la radio. C'est vraiment un média que j'ai toujours apprécié. Et moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est alors 2 choses. La première, c'est que je parle de tout et de n'importe quoi, enfin, vraiment de tout. Je change de sujet, mais enfin, je vous donne les sujets. Alors, je vais prendre un peu plus tard, avant qu'on parle, effectivement que de la guerre en Iran. J'ai fait un sujet, la semaine en février, ben voilà, les secrets du matcha, la campagne des municipales à Lyon, avant pourquoi le bitcoin a connu une chute historique, la crise du lait dans l'agriculture, parfum de fin de règne pour le roi dollar, comment la Chine s'est mise au ski. Vous voyez vraiment, vous avez des sujets mais qui n'ont rien à voir. Et c'est une diversité que moi je trouve, pour un journaliste, qui est fascinant. Enfin, c'est rigolo de pouvoir, travailler sur tous ces sujets et de discuter avec des gens, bah, qui savent plein de choses. Et moi, c'est ça que j'adore aussi dans ce métier, c'est que j'apprends des trucs, mais tous les jours. Et je vous livre un truc, d'ailleurs ça énerve mes enfants, enfin ça les énerve. Ils m'ont offert pour mon anniversaire il y a 2 ans, ils ont pris une photo du podcast La Story, enfin de l'affichage, ils ont mis ma photo et ils ont mis une phrase qu'ils ont entendue très souvent: «Ah bah tiens, j'ai fait un podcast sur le sujet». Oui, pour vous dire. Vous ne devez pas être le seul. Qu'est-ce qui pour vous, différencie un bon podcast, d'actualité d'un podcast d'actualité qui marche vraiment bien? Si on s'éloigne un petit peu en prenant les échos, mais si on s'éloigne aussi un petit peu des échos. J'aimerais bien le savoir. J'aimerais bien avoir la martingale. Non, pour moi, il y a ce qui fait, finalement, qu'un podcast, d'actu soit écouté et soit apprécié. Je pense qu'il y a d'abord l'aura du journal, ou ben, si vous voyez le succès du New York Times, voilà, c'est le New York Times. Le podcast du Monde marche très bien, c'est Le Monde. Voilà, donc vous avez déjà, l'image, renvoyée par un média. Ça n'empêchera pas toujours des gens de critiquer, mais globalement, il y a, là aussi le sérieux le sérieux du journal, son image, comment est-ce qu'il est perçu? Et finalement, quand vous allez l'écouter, vous allez vous dire: «C'est sérieux, on va pas me raconter des cracks». Vous aurez toujours des gens, hein, qui vous diront, les journalistes et cetera, acheté, vendu, enfin, on l'a entendu 15 fois. Mais globalement, ce qui va faire aussi un podcast enfin, a priori, un podcast de qualité, c'est la qualité des intervenants, en fait. Quand vous êtes reposé sur une rédaction qui a des choses à raconter,
et qui connaît des choses, qui ouvre son carnet de notes d'une certaine façon, ben là, vous allez intéresser les gens. Il y a les sujets qui sont traités là aussi. Alors moi, j'ai pas la chance j'ai pas la chance, tant mieux, mais je fais pas de choses criminelles. Je parle pas de criminalité, par exemple, ou d'assassinat ou de choses comme ça, ou d'affaires qui marquent. J'ai pas fait de sujet sur la DZ Mafia, par exemple, alors que parce que j'ai pas la ressource de quelqu'un qui est vraiment rentré au cœur finalement de la dynamique économique de ce cartel. Voilà, c'est par manque un peu là aussi de gens qui peuvent me le raconter aujourd'hui, mais là aussi, quand vous avez des sujets qui sont très grand public, qui peuvent attirer, c'est aussi de nature. Mais la vraie difficulté, pour moi, c'est arriver à faire en sorte que les gens vous écoutent 20 minutes et aillent au bout du truc. Nous, on a un taux de complétion qui est supérieur à 80%. Hein. Je décrypte, hein, quand quelqu'un commence à écouter le podcast, il va écouter en moyenne 80% du podcast. Voilà, c'est un chiffre qui est supérieur à ça. Quand vous avez des podcasts qui font 20, 25, parfois 30 minutes, parce que je suis bavard, avoir ce taux-là, moi, je trouve que c'est un gage de qualité aussi. C'est-à-dire que les gens sont là pour vous accompagner. C'est facile de retenir leur attention pendant 1 minute, 2 minutes, quoique, surtout quand ils font autre chose, qu'ils sont en train de se laver les dents en radio, par exemple, mais arriver à faire en sorte qu'ils aient envie de vous écouter pendant qu'ils font de la cuisine, qu'ils font du sport, qu'ils sont dans les transports pendant 20 minutes, pour moi, c'est vraiment ça le vrai challenge. Et donc ça passe par des gens qu'on a envie d'écouter. Bon, faut que faut aimer la voix du présentateur. Là aussi, on aime ou on n'aime pas. Il y a des gens où alors la voix m'insupporte et qui sont à la télé ou à la radio depuis 40 ans. Et puis voilà, c'est vraiment des questions de choix personnels. Mais je pense que là aussi, la voix en radio est très importante. Ouais. Qu'est-ce que vous écoutez comme podcast? Je vous avoue que j'ai pas beaucoup de temps pour écouter des podcasts. Voilà, j'aime bien Code Source de temps en temps quand j'ai des sujets qui me plaisent bien. Hem, et j'avoue que ça fait longtemps que j'y suis. Je suis pas. Ce qu'il y a, c'est que très souvent, quand je suis en mobilité, j'écoute le podcast du lendemain, par exemple, ou celui sur lequel on travaille. OK. Donc voilà, faire le podcast me demande déjà beaucoup de temps Ah oui, et oui, donc qui pas fait que beaucoup de temps pour, pour beaucoup de temps j'ai 2 autres passions, dans la vie, qui sont les polars et les jeux vidéo. Je peux vous dire que ça me prend aussi pas mal de temps. ah oui, oui, je Donc comprends, ouais. voilà. Mais mais c'est vrai que, j'avais l'un des derniers que j'avais découvert et qui était très sympa, c'était un podcast qui était fait par Arte TV sur l'histoire de Simone Weber. Que j'avais écouté, je sais plus où j'étais en vacances, je me suis dit: «Tiens, on m'en a parlé, j'ai envie d'aller l'écouter» et j'avais trouvé ça très, très sympa et en fait, je connaissais l'histoire de cette femme, criminelle, jugée et emprisonnée, qui a toujours dit qu'elle était innocente et en fait, je ne me rendais pas compte à quel point finalement l'histoire était profonde et dans lequel il y avait tellement de choses à raconter. Elle était suspectée d'avoir tué 2 de ses maris, hein. Voilà et voilà, donc là, on est vraiment dans des univers complètement différents de la story et j'avais vraiment bien aimé l'expérience. Après, j'écoute très peu mes concurrents. C'est bête, hein, mais si je vais les écouter, je dis: «Ah ils sont mieux que moi. Ah ils ont fait ça comme ça. Ah c'était une bonne idée. Pourquoi je l'ai pas eu?» Et voilà, j'ai un peu ce truc-là. Alors ça pourrait me pousser à m'améliorer, mais j'essaye déjà de m'améliorer tout seul et c'est vrai que, voilà, c'est pour ça que je vais pas trop écouter les concurrents. OK, bon, c'est plutôt, effectivement, peut-être, sage pour éviter de se comparer. J'en discutais avec un autre podcasteur, justement, Bertrand Soulier, qui me disait que lui aussi, il faisait très attention à ne pas trop, justement, aller, se comparer avec d'autres podcasts parce qu'on pouvait vite rentrer dans une forme de surenchère, d'insatisfaction qui, au final, est pas du tout, nourrissante, quoi, en fait, En revanche, je suis très attentif aux retours que je peux avoir de mes collègues, à commencer par Clara et Willy avec qui je travaille au quotidien, qui me disent: «Ah bah là ça va pas» ou «Là dis donc tu fait de l'humour de vieux», ou «Là ça passera pas» ou par exemple, voilà, ils essayent de me ramener, vers un auditeur plus jeune. Voilà, donc ça c'est pas mal aussi de travailler avec des jeunes pour ça.
Ouais, ça fait plusieurs générations mélangées. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci Pierrick Fay pour ce partage. Et puis donc, je rappelle qu'on peut écouter La Story sur toutes les plateformes d'écoute et évidemment sur notre nouvelle application podcast.fr. Merci beaucoup. Merci à vous.